Bonjour Karim, Bonjour je suis Jade. ravie d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'être venu, ça me fait très plaisir. On est un entrepreneur qu'on peut qualifier d'engagé. Tu es en train de fonder Picasy, comme tu me l'as dit, qui est donc une application pour mettre en relation, si je ne me trompe pas, des associations avec des entreprises. Tu vas pouvoir nous raconter un petit peu comment tu as développé tout ça, d'où vient l'idée. Tu as une grosse expérience en tant que dirigeant dans le monde associatif aussi depuis de nombreuses années. Et tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat il y a à peu près 2 ans. Donc est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu, peut-être dire Mais du coup, j'ai plus rien à dire. T'as plus rien à dire. Non, mais je vais me Des présenter choses rapidement. un petit peu que j'ai pu oublier et nous raconter un petit peu ton histoire. Ok. Comme tu l'as dit, je m'appelle Karim, j'ai une 40aine d'années, un peu plus, mais voilà, on va garder le mystère. Mon parcours, donc j'ai une famille, j'ai une femme, des enfants qui se portent bien. J'ai fondé, on est en train de créer Picasy avec 2 associés, donc on va parler de Picasy après. Et avant, comme tu l'as dit, oui, j'ai une grande expérience dans le social, avant même d'être dirigeant associatif dans le social. J'étais dans ma première association à 14 ans, dans une junior association de quartier, parce que je viens d'un milieu assez populaire à la base. Et on va dire que comme à l'instar d'Obélix, je suis tombé un peu dedans quand j'étais tout petit. L'engagement, j'avais une voix qui portait. Quel type d'association Association de quartier. Au départ, on a monté une association pour créer notre maison de quartier. Okay. Voilà, c'était ça, notre premier asso. Et puis après, j'ai mêlé l'utile à l'agréable parce que je suis de la génération 90, hip-hop. Je l'en place une parce qu'hier, je suis allé voir la comédie musicale La Haine à la scène musicale. C'est incroyable. Si vous écoutez, allez voir. Okay. Et j'ai un copain qui danse dedans, donc c'est vraiment très cool. Et du coup, je viens, moi, de cette culture-là, de la culture hip-hop. Dans les années 90, il y avait vraiment une grosse vibe à cet endroit-là. Et on a monté, ma première association montée était une compagnie de danse hip-hop. Ok, voilà. Tu m'as dit que tu as toujours été un peu un entrepreneur dans l'âme. Ouais. Comment tu l'as su et pourquoi donc, là, tu t'es lancé vraiment il y a 2 ans en créant ta société de conseil. Mais avant ça, par exemple, pourquoi tu t'es pas lancé plus tôt? Pourquoi tu es resté dans cet univers-là? On va dire pourquoi je me suis lancé. C'est plus ça la question. Pourquoi je me suis pas lancé plus tôt? Parce que je pense que je trouvais pas ça accessible pour moi. J'étais dans un schéma de pensée qui me faisait dire que je m'étais fixé un objectif qui était de devenir directeur général d'une grosse asso. Voilà, c'était un peu mon objectif de carrière. Voilà, c'était un peu ma vision. Je pensais que de là où je venais, c'était un peu mon Graal, en fait. Et quand je l'ai touché du doigt, parce que je l'ai atteint finalement cet objectif-là, je me suis rendu compte que c'était pas là où était ma place et ma meilleure place finalement. Et pour diriger des grosses structures ou des grosses entreprises comme celle-ci, parce que c'est des entreprises, quand tu gères 100 personnes, 3 millions de budget, et que par exemple, tu te prends une crise sanitaire et il faut être un gestionnaire et pas forcément un entrepreneur. Et c'est là que moi, où je me suis senti moins à l'aise, on va dire, et je me suis rendu compte que moi, ce qui me plaisait dans ce travail-là, c'était tous les projets que je montais. Parce qu'en fait, finalement, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est agir et monter des projets. Créer des projets. Voilà, créer des projets. Et à un moment donné, on crée de la valeur, et la valeur nous rapporte financièrement et nous permet de vivre. Là, la valeur que je créais servait au cadre dans lequel je travaillais, donc c'était intéressant. Mais comme ce cadre est devenu trop contraignant à la fin, je me suis dit que j'allais sortir de ce cadre-là et j'allais me créer mon propre cadre à moi derrière. Voilà. Et pour être tout à fait honnête, c'est aussi que l'entrepreneuriat a pris un peu de hype ces dernières années et que je me suis rendu compte, bêtement, que j'étais capable de le faire. Voilà. T'avais pas peur de prendre des risques? J'avais pas peur de prendre des risques, non. Parce que t'as une famille, peut-être. J'ai une famille, j'avais un appartement de fonction, une voiture de fonction, dans un cadre où la vie est très chère, parce que j'y vis toujours. En Haute-Savoie, la vie est très chère, et donc oui, on perd un peu un confort de vie en se disant on va tenter sa chance et on va voir ce qui se passe. Mais on va dire que dans les principes de l'entrepreneuriat, je sais pas si il y a des principes de l'effectuation, je pense que ça te parle. Dans les principes de l'effectuation, il y a ce qu'on appelle la perte acceptable. Et moi, ma perte acceptable, je l'avais positionnée à peu près 6 mois en me disant si dans les 6 mois de la création de ma société de conseil, il se passe rien, j'arrête et je vais me remettre sur le marché de l'emploi. Voilà. Et ça a mis moins de 6 mois pour se lancer. Donc tant mieux, je touche du bois. Pour l'instant, ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'avoir cet impact positif? Pourquoi c'est quelque chose qui t'anime vraiment, tu vois, d'avoir de l'impact dans la vie des gens, dans les entreprises? Alors, ouais. C'est une bonne question, ça, parce que finalement, comme j'ai beaucoup cet esprit entrepreneur, finalement, beaucoup de boîtes avec lesquelles j'ai travaillé ont souhaité travailler avec moi derrière, ou m'embaucher,
sans me jeter des fleurs ou quoi, mais c'est vrai que parfois ça fait du bien dans une équipe d'avoir un profil comme celui-ci. Et en fait, moi, la cause est beaucoup plus importante que le reste. C'est-à-dire que travailler pour une cause qui me procure pas de plaisir, c'est un sentiment un peu égoïste, l'engagement, l'entrepreneuriat, etc. C'est mettre son intérêt personnel au service de l'intérêt collectif. Et moi, mon intérêt personnel, c'est là où je prends du plaisir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est faire du bien à l'autre. Voilà. Et donc, avoir un impact positif, moi, ça me fait du bien. Voilà. Donc, c'était vraiment ça ma volonté, et de m'affilier avec des entreprises qui ont cette volonté-là, en fait. Simplement. J'ai dirigé, ça fait 25 ans que je suis dans le social, 15 ans que je dirige des associations, et 15 ans qu'on dit qu'il faut aller chercher du mécénat, du financement privé, etc. etc. Et en fait, on ne sait pas faire. En France, si tu n'es pas une association établie, tu n'as pas accès à ça. Et j'ai commencé à vouloir aller répondre à des appels à projets, mais en fait, c'est un chemin de croix sans nom, c'est-à-dire que tu dois répondre à un dossier de subvention, tu dois l'envoyer, on doit te faire une réponse. Ouais. Là, dans un mois, 2 mois, 3 mois, quand on te dit oui, on te dit ok, maintenant, on va vous envoyer une notification. On t'envoie la notification qui dit que tu auras la subvention, et tu l'obtiens 3-6 mois derrière. Donc en fait, ce chemin-là, il ne va pas avec le fonctionnement. Donc j'ai dû aller chercher certains les connaissent, chercher des sous vers France Active ou des banques, voilà, où j'ai dû aller pitcher mon projet en disant oui, on va sauver l'association, etc. Comment tu pitches, par exemple, si tu veux me pitcher Picasi si tu veux que je te pitch Picasi, ouais. à la base je pitchais mon assos, mais ton asso, ouais. Ouais, je devais pitcher mon asso, mais je te pitcherai Picasi si tu veux derrière. Mais en fait, Picasi viendra enlever toute cette pénibilité là. Picasi, à terme, la volonté, c'est des humains qui se connectent à des humains. Certains sont dans des assos, d'autres dans des entreprises. Certains ont connecter les gens. Une volonté philanthropique, et d'autres ont une volonté de trouver des partenaires, voilà, financiers, matériels, etc. Voilà, c'est ça. On veut connecter les gens. On veut créer un site de rencontre. Ok. Voilà. Et donc ça, comment tu le développes concrètement ? Comment tu t'y prends ? Je veux dire, on reste sur Picasi ou je reste sur le... Ouais, sur Picasi, ouais. Sur Picasi, l'idée de Picasi, en fait, elle naît de ça. Elle naît vraiment de ce pain-là, et mon intervention dans des entreprises qui me payent pour que je les aide à avoir un impact positif. Et la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je les connecte à des causes associatives. Voilà. Et je me rends compte que c'est un chemin qui fonctionne. Voilà, une entreprise j'ai accompagné par exemple une entreprise qui voulait travailler dans l'éducation. Voilà. Donc je lui ai fait rencontrer une association qui voulait monter une école alternative, une école de la forêt, anciennement bilingue, etc. etc. Ouais. Et j'ai créé cette rencontre, et de cette rencontre-là est en train de naître une école alternative. Voilà. Ça, c'est un Picasi, en fait. Comment est né Picasi ? Je te disais, l'entrepreneuriat, en fait, m'est venu par... l'écoute, enfin, il y avait qui veut être mon associé qui a démocratisé ça, et l'écoute de pas mal de podcasts depuis. J'écoute beaucoup de podcasts d'entrepreneurs, et il y en a 2 qui m'ont fait tilt, et notamment un, quand on parle de mécénat d'entreprise, de dons, etc. Marc Simoncini, qui a créé Mythique, notamment, qui est l'un des fondateurs du Mythique. Et en fait, il explique, je ne sais plus dans quel podcast, je crois que c'est avec Mathieu Stéphanie, comment il a créé Mythique. Ils étaient une bande de potes. 2 de ses potes avaient divorcé, et puis ils étaient trop vieux pour aller en boîte de nuit. Et ils n'avaient pas la volonté, ils ne savaient plus faire, quoi. Tu sais plus draguer quand tu es marié depuis très longtemps. Voilà. Pardon. Et du coup, il leur a dit, on va créer une boîte de nuit, mais en fait en ligne. Voilà. Et c'est ça, parce qu'en fait, là, ce qui freine la rencontre, c'est où tu rencontres les gens, quand tu rencontres les gens, et l'audace, comment tu oses faire ça. En fait, ce premier truc m'a fait me dire, en fait, c'est la même chose dans le monde dans le mécénat, quoi. Dans le mécénat, dans la connexion, dans l'impact positif, etc. Parce qu'en fait, une association, elle ne sait pas qui aller voir dans l'entreprise, où aller le voir, et quand aller le voir. Et il faut y aller, quoi. Tu vas frapper à la porte, tu vas te prendre une porte, la secrétaire qui va te dire non, il n'a pas le temps. Enfin, tu vois, il y a un truc où tu appelles, où tu envoies un mail et tu te prends une porte. Enfin bref, c'est un peu horrible. Et de l'autre côté entreprise, tu te dis que tu veux faire les choses bien. Moi, j'ai travaillé dans plutôt des grandes entreprises qui avaient même des services dédiés à la RSE, à la recherche de partenaires, etc., mais qui ne savent pas par où commencer, et qui en fait ont une difficulté aussi, c'est à repérer les bonnes associations qui répondent à leurs valeurs, et on va dire en toute sécurité.
parce qu'il y a aussi une forme d'amateurisme côté associatif qui n'est pas rassurante qui ne peut ne pas être rassurante pour une entreprise. Et l'autre truc qui m'a fait ça a commencé par là, en me disant que ma première idée, c'est que je vais créer un réseau social qui va permettre la rencontre et qui va tout seul, ça va créer des trucs. Et en fait, ça marchait pas. Je voyais pas ce que l'entreprise y gagnait. Et l'association, elle était un peu perdue. Là, tu réfléchissais seul à ce projet-là ? Au début, ouais. Ouais, ok. Au début, ouais. Et après, c'est un autre podcast, c'est Anthony Bourbon, voilà, qui a créé le Blast Club. Blast Club, qui est un club d'investisseurs, mais qui viennent de la société civile, en tout cas qui peuvent venir de la société civile. Du coup, je me suis inscrit au Blast Club, comme j'avais un petit pécule, et que je me suis dit, je vais m'intéresser à l'univers des startups, et j'ai trouvé le principe super cool, en disant qu'en fait, il est en train de casser un modèle. C'est ça que je trouvais... Le rendre plus accessible. Tu le rends accessible à n'importe qui. Ouais. Et il est en train de casser un modèle existant, le modèle du fonds d'investissement, du VC, etc. etc. Et je me suis dit, en fait, le modèle existant, moi, je sais, tout le monde sait dans l'associatif qu'il ne fonctionne pas. Tu peux... aujourd'hui, le monde associatif en France, on n'a même pas dit de chiffres, mais il y a 1,5 million d'associations en France, et il y a un peu plus de 20 millions d'utilisateurs, d'adhérents dans des associations, et 34 millions d'utilisateurs. C'est la moitié de la France qui est dans une association aujourd'hui. Donc et toutes ces associations-là, elles sont dépendantes de financement public et privé, et toutes te diront que c'est pas facile. Il n'y en a aucune qui te dira que c'est facile. J'y crois pas une seconde. Donc je sais qu'il y a une pénibilité. Il n'y en a aucune qui va te dire que ça va vite d'obtenir un financement. Et en fait, moi, je me suis dit qu'il faut que ça aille vite. Il faut qu'on arrive à créer une plateforme, une connexion, et que ça aille vite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas créer une connexion si tu passes un temps monstre à remplir un dossier. C'est pas possible. Et de l'autre côté, il fallait que pour l'entreprise, on soit tiers de confiance. Il fallait qu'elle ait confiance, en fait, en la plateforme, en l'association qu'elle avait en face, etc. etc. Voilà. Tout ce truc-là a fait que, entre le Mythique et le Blast Club... C'est un petit mélange. Voilà, on a fait un petit gouli-boulga de tout ça. Et l'idée de Picasi, ça veut dire quoi à la base? Je me notais des trucs comme ça, et je me disais, alors, je sais plus, ça s'appelait le Splash Club au début, après ça s'appelait je sais plus quoi, le Chips, je sais pas quoi, et ça voulait rien dire, parce que j'essaye de faire des acronymes tout le temps. Et du coup, Picasi, ça veut dire plateforme d'investissement coopératif pour les acteurs de la solidarité et les entreprises engagées. À la base, ça veut dire ça. Puis après, on a fait un logo un peu cool, j'ai un copain qui est graphiste, et il m'a dit, il y a Pi dedans. Donc, et puis moi, je fais beaucoup de projets qui commencent par Pi. J'ai créé un parcours d'intrapreneuriat, je l'ai appelé Pi, et j'ai fait un projet qui s'appelle Pix, j'en ai fait un autre qui s'appelle Pixel, et donc j'aime bien cette notion d'infini, de connexion infinie. Donc là, en fait, Pi montre les connexions infinies, case pour de nombreux cas d'usage, tu vois, et si comme la vision, la possibilité de voir plus loin que le bout de son nez, quoi. Et en fait, il y avait un peu un double sens, et en français, si tu lis l'acronyme, et puis en anglais, parce qu'on a une volonté de scalabilité à l'international, bien sûr. Hein. Le fundraising, le mécénat, la philanthropie, ça n'arrête pas, la France. Et voilà, ça, c'est après qu'on y a réfléchi, quand j'ai trouvé mes associés. Et ça m'a permis, voilà, j'ai créé ma marque. En fait, le fait de créer la marque, je voulais qu'il y ait une approche très réseau social, je voulais que ça ressemble un peu à Insta, ou dans l'image. Et derrière, voilà, l'idée, c'était, on va créer un site de rencontre qui va être cool, qui va marcher avec des nouvelles technologies, donc avec de l'IA, avec du matching intelligent généré par l'IA, avec de la simplification administrative, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Picasi, notre promesse, c'est de se dire, l'association, quand elle rentre, elle nous remplit rapidement le dossier. Enfin, tu rentres comme sur un site, tu marques ton nom, je suis une association, et j'envoie mes pièces justificatives, voilà, et tu les envoies une fois. Et une fois qu'on les a validées, qu'on t'a certifié, t'as plus jamais un papier à remplir. Voilà. Et on va te dire, d'office, si tu peux permettre, on va parler d'un autre sujet, qui est le sujet de la défiscalisation par le don, parce qu'en France, on a un système fiscal qui fait que quand tu es une entreprise, c'est magique, que tu donnes, tu défiscalises à 60%. Quand tu es un particulier, c'est 66%, quand tu es une entreprise, c'est 60%. Et en plus, il y a un truc qu'on ne sait même pas, c'est que quand tu fais un don, par exemple, moi je te donne 1 000 €, voilà, bravo, je t'ai donné 1 000 €, donc je défiscalise, et il me coûte 400 €, et sur ces 1 000 €, toi, tu as le droit de me verser, de
de me faire 250 €, 25% de contrepartie. C'est-à-dire que si tu as une association et que tu estimes à 250 €, je sais pas, une adhésion à ton activité à 50 €, tu offres 5 adhésions à l'entreprise finalement. Donc finalement, l'effort de tes 1 000 €, il te coûtera vraiment 150 € quand tu es une entreprise. Et un effort de 150 €, moi je me disais qu'il fallait qu'il soit quand même valorisé autrement. Et en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est comment on veut créer une communauté engagée et une sorte de réseau social. Voilà. L'idée, c'est de ces collaborations-là, il y a une communication positive qui en soit faite. Quand il y a une action RSE dans l'entreprise, que ça puisse être valorisé dans la politique RSE de l'entreprise, donc responsabilité sociétale des entreprises, c'est pas le mot à la mode, mais c'est vraiment tout le monde aujourd'hui a une politique RSE en France, ou presque. Près de 75% des entreprises aujourd'hui en France ont une politique RSE, ou des actions RSE en tout cas. Et aujourd'hui, il y a aussi un autre pain du côté entreprise, c'est comment tu valorises l'impact. Comment tu valorises un don, un mécénat, etc. Il n'y a rien d'évident, c'est pas facile à le faire. Nous, on va générer des rapports d'impact automatiques avec des outils collaboratifs type Trello, etc., qui vont être remplis par les deux parties et qui vont permettre de générer à la fin un rapport d'impact du projet et qui pourrait être valorisé dans la politique RSE de l'entreprise. Donc les entreprises pourront l'utiliser. C'est ça. Aujourd'hui, en fait, une politique RSE, elle se base sur des objectifs, développement durable, impact social positif, impact local, etc., etc. Donc, en fonction de ta politique RSE, des objectifs que tu te fixes, nous, la proposition qu'on fait, c'est de se dire, vous calez vos objectifs RSE aux critères de recherche des associations que vous avez sur la plateforme. Parce que, comme sur un site de rencontre, je pourrais te montrer, si tu veux le valoriser, une petite vidéo de présentation de l'appli, tu veux le mettre sur le podcast. C'est très simple. Tu dis que tu es telle entreprise, telle association, que tu agis dans tel secteur, et encore, tu n'auras même pas besoin de le faire avec l'IA, va te retrouver directement dans notre base de données, parce qu'on prend toutes les données publiques des associations, des entreprises, et on va les mettre en cache derrière. Donc, en fait, tu auras juste besoin de marquer ton siret ou ton nom, et puis on pourra retrouver déjà tout ce que tu as fait, qui tu es. Donc, on enlève vraiment, on simplifie tout. Et derrière, en fonction même de ton activité, on pourra dire, vous devriez aller sur des secteurs comme l'éducation, la citoyenneté, l'écologie, le social, la culture, que sais-je, le sport. Et derrière, une fois que tu auras rempli ça, et si ça correspond à tes objectifs RSE, on va te proposer des associations qui ne correspondent qu'à tes objectifs RSE. C'est-à-dire que tu vas créer des collaborations avec des associations qui, de base, rentrent dans tes critères. Dans tes critères. C'est quoi, du coup, tes zones de force ? Mes zones de force, c'est la vision globale. C'est une vision 360 du projet. C'est impulser des choses. C'est oser. C'est les rencontrer. C'est créer des partenariats. C'est l'empowerment. C'est le pouvoir d'agir. C'est-à-dire emmener les gens avec moi. Voilà. Généralement, quand je parle de ce que je fais, les gens, ils ont envie d'aller plus loin avec moi. Là où je suis moins fort, c'est, ça en fera rire certains, c'est dans mon organisation quotidienne. Ouais. Voilà. Parce qu'en fait, je suis tellement animé par faire des rencontres et puis par faire avancer les choses que parfois, je zappe un peu des choses un peu essentielles. L'administratif, par exemple, ma comptable doit s'arracher les choses. Je le fais, mais je le fais quand j'ai le temps, etc. Voilà. Donc, je sais que ma force, elle n'est pas là. Sur toute la partie, je suis un gros travailleur malgré tout. Je peux travailler de 6h du matin à 23h, ça ne m'arrêtera pas. Mais il faut que ça m'anime. À partir du moment où ça ne m'anime plus, c'est très compliqué. Ouais, parfois, dans l'entrepreneuriat, il faut faire des choses qui ne t'animent pas. Voilà. En tant que dirigeant, j'avais la possibilité de déléguer beaucoup plus parce que je gérais des grosses équipes. Donc, c'était aussi on va dire un gain de temps, et finalement ça m'a fait perdre, parfois ça fait perdre du temps, ça. Voilà. Je citerai un des dirigeants avec qui je travaillais qui disait ensemble on va tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais il me disait parfois il vaut mieux, je préfère un gars qui aille tout seul plus vite, quoi. Ah ouais. T'as pas besoin d'être 50 pour aller acheter une baguette, quoi. Voilà, c'est un peu ça son motto, et c'est le premier qui me disait ça, quoi. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Moi j'aime bien aller vite quand ça doit aller vite. Donc ma force, elle est vraiment là. Par contre, quand ça commence à se disperser, j'ai besoin que quelqu'un vienne m'aider à structurer, à cadrer.
j'ai les forces de mes faiblesses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je suis tellement promoteur, tellement entrepreneur, etc., que quand on me dit non et que ça me fait perdre du temps, etc., j'ai tendance à... voilà. Ouais. Ça a tendance à me fatiguer un peu. Et du coup, voilà, les idées, je ne l'ai pas eu il y a si longtemps que ça, finalement. Hein. Elle est sortie de ma tête au mois de mars... on va dire mars 2024. Ah, le Picasi, ouais. Ouais, Picasi, okay. Mars 2024. On est en octobre, là c'est ça, octobre? Ouais, c'est ça, exact. On est en octobre, donc finalement, ça fait à peine 6 mois, quelque chose comme ça. Et tu t'étais fixé des objectifs déjà dès mars, genre pour savoir en fait, je me suis que dit... le développement est allé assez vite, tu vois. Ouais, c'est allé assez vite. Je me suis dit, écoute, je vais créer ma marque. Et puis, je vais essayer de trouver mes associés. Voilà. Je vais aller aussi sonder des dirigeants d'associations, des dirigeants d'entreprises, etc. Pour voir si mon idée peut sur le marché, plaire. quoi. Voilà. Ouais. Je fais partie du réseau Entreprendre aussi. Je ne sais pas si ça te parle. C'est un réseau d'entrepreneurs. Okay. Enfin, c'est des assos d'entrepreneurs. Donc, je fais partie du réseau Entreprendre. J'ai demandé qui est-ce qu'il fallait que je voie pour aller tester mon idée. Et elle m'a donné le contact de 3 personnes. De chefs d'entreprise qui ont mené des gros projets, qui connaissent beaucoup de chefs d'entreprise. Il y en a un avec qui j'ai travaillé, qui m'a fait passer un step très rapidement en disant qu'en fait, la RSE, il fallait que je la mette comme un plus et pas comme une solution, parce que la RSE, aujourd'hui, c'était pas assez installé. Mais voilà. Mais par contre, qui m'a fait comprendre très vite là où les entreprises seraient intéressées et là où ça les intéresserait plus. Et du coup, voilà, je l'ai testé plein de fois, j'ai été la pitcher et puis à certains de mes clients aussi, voilà. Et voilà, je me suis servi de cette période-là entre mars-avril, on va dire, et juin, pour me dire, bon, je vais plus loin ou je vais pas plus loin, quoi. J'ai une idée, pour moi ça hype, ça marche bien. Et du coup, tu déposes ton nom de marque, mais t'as pas encore développé, enfin, je veux dire, ni trouvé les fonds nécessaires ou autre. Non, au départ, non. Voilà. Et sur cette période-là, il y a un truc qui change la donne, c'est que je drague un peu un de mes cofondateurs depuis le début. Et au début, il a pas trop envie d'y aller. Il a un gros poste. C'est Clément qui est aussi dirigeant d'une entreprise à côté et qui me dit ouais, l'idée elle est bonne, mais je sais pas trop pourquoi un dirigeant il irait, qu'est-ce qui fait que... Et du coup, je suis obligé, comme je te fais un peu avec toi, de faire un peu de pédagogie. Je lui explique, je lui dis, écoute, le marché déjà il est énorme, donc ça peut être un marché rentable pour nous. Je lui explique également que y a la RSE qui est en train de se placer, il y a, même si ce n'est pas une obligation pour les entreprises, il y a un gros changement depuis le Covid avec l'engagement des collaborateurs qui sont en quête de sens dans les boîtes dans lesquelles ils travaillent, la nouvelle génération qui arrive, qui ne se pose même plus la question du métier qu'ils vont faire, mais pour qui ils vont travailler et pourquoi ils vont travailler. Et tout ça mis bout à bout, voilà, ça traîne, on se fait des déjeuners, il m'invite à déjeuner. Voilà. Et un jour, il m'appelle et il me dit, il faut qu'on déjeune. Voilà. Et je dis ok, il me dit qu'il faut qu'on déjeune et il me dit on va déjeuner. Et ce jour-là il me dit bah écoute, j'y crois, Picasi, j'en ai parlé à beaucoup de chefs d'entreprise et tous me disent qu'il y a un truc à faire. J'ai envie de t'aider, j'ai envie de te donner te donner des sous pour t'aider. Et je dis moi je veux pas de tes sous. Je dis moi je veux que tu viennes avec moi dans l'aventure. Tu prendras une part aussi minime qu'elle soit, comme tu voudras, mais je veux que tu m'accompagnes là-dedans. Et le truc qui change, c'est qu'on mange et à la fin du repas, il me dit oui. Il le prend comme side project, il me dit bon, j'y passerai mes soirs et mes week-ends, etc. Et ce jour-là, moi, ça m'a fait switcher. Ça m'a fait me dire, lui, il y croit, on y va, quoi. Ouais, t'as plus de force, forcément. Voilà, déjà, voilà. J'ai de la force, on est deux, on s'entend bien, on aime travailler ensemble, on est très complémentaires, lui aussi très, très entrepreneur. Les choses sont allées très vite. Les choses sont allées très très vite. Et là, tu es encore au départ. Est-ce qu'avec ce recul que tu peux avoir depuis le lancement, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu faire différemment ou qu'est-ce que tu aurais pu, des erreurs que tu as pu faire quand on se lance au départ Oui, j'en ai fait énormément d'erreurs. C'est-à-dire qu'au début, pour moi, la forme était plus importante que le fond. C'est-à-dire qu'il fallait bien en parler, que j'ai un pitch deck qui soit léché, etc., etc. C'est bien, il le faut. La forme doit être au service du fond, mais elle ne doit pas empêcher le fond de sortir. Et ça, je m'en suis rendu compte. J'ai travaillé avec une amie qui m'a fait, je sais pas combien d'allers-retours pour qu'elle me fasse des pitch decks, parce que c'est pas ma force, moi, le graphisme, c'est pas trop mon truc. Et j'ai perdu un temps monstre à faire ça. C'était une catastrophe.
Et puis je m'inspirais des pitch decks des autres en essayant de les adapter, etc. Et puis on perdait le sens, on perdait le fond, on perdait... Voilà, c'était pas assez fort à cet endroit-là. Ouais, en termes de communication, je regarde ma montre. Ouais. En termes de communication, j'ai pas vu assez vite la force des réseaux sociaux, LinkedIn par exemple. Voilà, je m'en suis rendu compte trop tard. Mais c'est pas trop tard, la plateforme n'est pas lancée, mais je pense qu'on aurait pu gagner du temps si tout de suite j'avais réfléchi à une stratégie pour devenir un peu plus présent et en parler plus ouvertement. C'est ce que je suis en train de faire là avec une agence pour renforcer le personal branding. Pour renforcer le personal branding et qu'en fait, au début j'ai créé une page LinkedIn de Picasi. Les pages entreprises, ça marche pas du tout. Qui a 250 abonnés, c'est super. C'est pas mal encore déjà, parce que les pages LinkedIn, c'est pas... Enfin, les pages entreprises... Et en fait, moi, quand j'ai commencé à en parler, moi-même à faire des posts, bah, ça a fait gonfler la hype du truc. J'allais te demander, c'est quoi du coup ta stratégie marketing on a des choses assez chouettes. Nous, on veut vraiment miser sur le... On est un site de rencontre. On est un site de rencontre. Et l'idée, c'est de swiper pour la solidarité. C'est aussi ça. L'idée que ça aille vite, que ce soit simple, etc. Et de ne pas s'encombrer quand ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, parce que beaucoup de dirigeants d'entreprise te diront « mais on croule sous les demandes ». On ne se rend pas compte, mais on a beaucoup de demandes. Mais par contre, moi, je préfère aider un tel et un tel. Ouais. Mais du coup, en fait, si vous voulez plus crouler sur les demandes, vous dites à ceux qui vous sollicitent, passez par Picasi, on est sur la plateforme. Et comme ça, vous pourrez swiper, en fait. Ouais. Ça, c'est un argument qui est fort, finalement. Tu leur fais gagner du temps. On fait gagner du temps. Et à la fin, quand tu te connectes avec les humains, c'est pour les bonnes choses. C'est pas pour de la négociation qui te fait perdre ton temps. Il n'y a rien de pire que de la perte de temps. Surtout dans une entreprise, le temps, c'est de l'argent. Mais dans une asso aussi, finalement, le temps, c'est de l'argent. Tu peux pas perdre de temps à chercher un financeur. Si tu passes... En moyenne, le pain pour une association, un financement, c'est 200 heures par an de recherche sur un financement. Ah ouais, c'est assez énorme. C'est énorme, ouais. C'est 200 heures par an et presque autant à le justifier après avec les bilans, les dossiers, etc. En termes de côté entreprise, c'est pas on va pas parler en heures, mais on va dire en temps de travail passé d'une personne, on est à peu près à un tiers temps d'une personne dédiée sur la gestion des partenaires, des partenaires sociaux. C'est assez incroyable, c'est beaucoup, c'est presque 20 000 € par an. Ouais, c'est énorme. Voilà. Donc, nous, le modèle économique, il est vraiment... on est sur... je vais être le cliché de base, hein, le relou gars qui va dans une boîte des années 90... voilà, t'as pas connu, donc très bien, ou début des années 2000. Ouais. C'était gratuit pour les filles et payant pour les garçons. Ah ouais. Voilà, c'était comme ça, les boîtes de nuit à l'époque. Et c'est un peu, le modèle mythique, c'était ça. C'était gratuit pour les filles et payant pour les garçons. Et ben nous, c'est gratuit pour les filles et payant pour les garçons. Nous, c'est gratuit pour les entreprises, Picasi. Ah, et c'est les associations qui payent. Qui payent pour être sur la plateforme ? C'est ça. C'est quoi, c'est un abonnement ? C'est un abonnement, ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est un abonnement, c'est pas plus cher qu'un abonnement Netflix. Parce qu'en fait, c'est les associations ont plus besoin, finalement, en termes de recherche et de visibilité qu'une entreprise. Elles sont plus prêtes à payer qu'une entreprise. Finalement, une entreprise, elle va payer, elle aura son acte de philanthropie si elle vient aider une association derrière. Elle pourra faire le choix de payer l'entreprise. C'est aussi une option qu'on va lui laisser, mais son abonnement ne lui servira pas à elle, mais à une association de son choix. Association, d'accord. Ah oui, qui sera reversée du coup à l'association. C'est ça. Voilà. Okay. Donc en fait, et puis il y aura des services qui seront vendus aux entreprises, il y aura un prélèvement solidaire, etc. Nous, on veut monter une fondation à côté, la fondation Picasi. Et en fait, il y aura une partie de prélèvement qui va être fait sur les dons faits par les entreprises. Et au-dessus de ce pourcentage-là, tout ira dans la fondation Picasi. Et c'est la communauté, parce qu'on veut créer une communauté engagée, qui choisira, qui élira des projets à mettre en avant et qui seront financés via la fondation Picasi. Okay. Et on a vraiment l'ambition aussi, c'est de faire passer un step au nombre d'entreprises qui vont donner. Aujourd'hui, je ne sais pas si je l'ai dit ce chiffre-là, mais il est assez hallucinant. Il y a 9% des entreprises qui ont un intérêt fiscal qui donnent en France. Voilà. Qui défiscalisent avec plein d'autres choses, mais il n'y en a que 9% qui donnent. C'est-à-dire qu'il y a 1 500 000 entreprises, autant que d'associations, qui ont un intérêt fiscal en France, et il y en a moins de 140 000 qui donnent. C'est une aberration, sachant que, par exemple, en Belgique, il y a 75% des entreprises qui donnent. Et qui ont un intérêt fiscal moindre qu'en France. Ah ouais. En Allemagne, c'est près de 50%. En Grande-Bretagne, c'est près de 50%. Parce que c'est pas assez connu selon toi ou pourtant c'est pas assez connu, les gens prennent pas le temps, c'est trop compliqué. C'est compliqué, administrativement, c'est compliqué. Et
Et aujourd'hui, les associations qui se tournaient vers les politiques publiques ou vers l'État, les collectivités, etc., quand elles étaient en peine, maintenant, elles n'auront plus vraiment cette possibilité. Les baisses des dotations de plus en plus. Le ministère, là, on a eu les budgets des ministères jeunesse, éducation associative et sport, et qui a perdu 10% de son budget, là, avec le nouveau gouvernement. Donc, en fait, ça ne va pas aller en s'arrangeant, finalement. Et maintenant, il va falloir permettre à ces associations d'exister autrement, d'être meilleurs aussi en communication, parce que les assos, il va falloir travailler un peu plus, il va falloir avoir des jolis sites internet, et il va falloir avoir des réseaux sociaux qui fonctionnent un peu mieux, parce que aussi il faut jouer le jeu, il faut donner envie, il y a aussi ça, on peut pas se targuer d'avoir une communication positive si on ne joue pas le jeu. Je dis pas toutes qu'elles sont mauvais élèves, mais il y a un effort à faire quand même. Ouais. Et côté entreprise, il va falloir nous, qu'on enlève toute cette phase de pénibilité, voilà, et que derrière, qu'on passe de 9 à 15 à 20. On aimerait, en tout cas, aider à ça, contribuer à ça, parce qu'il y a toutes les autres plateformes et tous les autres acteurs qui agissent dans ce secteur-là veulent faire tendre à ça aussi, et c'est pas normal aujourd'hui qu'on en soit là. Et on part tous aussi de ce constat-là, ou en tout cas, on fait cette conclusion-là, qu'aujourd'hui, avec la RSE qui prend de plus en plus de place, que le mécénat est un levier, et un levier fort qu'il va falloir activer de plus en plus. Et il faut qu'on aide les entreprises à activer le levier. Ouais, génial. Et est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin, quelque chose que tu aimerais rajouter un petit peu Pour la fin, on n'est qu'au début d'une belle aventure, vraiment. La solidarité dans un monde qui se divise de plus en plus, je crois que l'actualité nous le montre, c'est très important. On a besoin de montrer les choses positives. La positivité, c'est pas ce qui fait vendre le plus, en tout cas dans les médias, mais c'est ce qui fait du bien au cœur. Donc nous, on a envie de réussir à créer cette communauté engagée et engager de la solidarité à travers les humains. Parce que nous, on veut connecter des humains, et pas simplement des causes. En tout cas, c'est beau de voir des personnes qui sont engagées et qui souhaitent justement mettre à profit leur métier justement pour rassembler les gens. Merci beaucoup Karim, c'était hyper intéressant. Merci à toi Jade. Et à très bientôt et merci encore.